tout sur les dessous de l'actu. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Retour dans ce studio, le ministre Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile est notre invité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir renouvelé de revenir à Espace FM, en l'occurrence à l'émission Les GG, les Grandes Gueules, pour expliquer aux citoyens ce que nous sommes en train de faire. Expliquer aux citoyens ce que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile fait et en relation avec la stratégie de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et cette communication, elle se situe à deux niveaux. La communication stratégique et la communication technique et opérationnelle. La communication stratégique, c'est à mon niveau. Et la communication technique et opérationnelle, c'est au niveau le plus bas. C'est pour cela, généralement, lorsque vous posez une question qui se trouve à un niveau un peu plus bas, j'essaie de ramener d'abord la question au niveau stratégique avant de redescendre pour mieux expliquer. D'accord. Et vous savez, depuis un certain nombre de temps, nous avons mené quelques actions. Mais ces actions, forcément, sont appréciées différemment. Et je vais revenir sur la crise des passeports. Je vais revenir aussi sur l'idée de l'écrasement des passeports dont vous en avez fait allusion ici. Je vais également faire allusion à ces fameux décrets dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Et puis, on va un peu parler du budget. Je vois que les uns sont favorables qu'il y ait plus de taxes et expliquer tout ça pour que les citoyens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une relation de confiance entre la population et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, mon rôle en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'est de recréer justement les conditions de confiance, les relations de confiance entre la police et la sécurité, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parfait, parfait. Donc de ces thèmes, il va être question, et pourquoi pas d'autres également. Mais Maf, je pense qu'il y avait déjà un débat que nous posions. Allez-y, on enchaîne avec vous. Avant de continuer, moi je voudrais faire réagir le ministre par rapport à l'actualité. Il y a eu un accident du côté de Anta hier, on parle de 3 morts. Et ce sont les gros porteurs encore qui sont encore en fait un camion. Mais il y a eu bien avant vous des décisions pour stopper la circulation de ces engins au niveau de ces transversales. Et puis ce qui revient souvent, c'est la responsabilité des agents déployés sur le terrain pour déguerpir les gens. Mais on voit que rien n'y fait. Est-ce que déjà vous avez ce sujet sur la table et qu'est-ce que vous allez nous dire au lendemain de cet autre accident qui a coûté la vie à 3 Guinéens? Merci beaucoup. Vous savez, un de nos axes majeurs d'intervention, c'est la fluidité dans la circulation, la promotion de la fluidité dans la circulation, pour permettre à tous les Guinéens, où qu'ils soient dans la capitale, de se déplacer aisément d'un endroit à un autre. Lorsque vous parlez de cet accident qui s'est produit hier et qui a connu la mort de plusieurs de nos concitoyens, le compte-rendu m'a été immédiatement fait. Mais je vais vous dire une chose. Les visites techniques, ça ne relève pas du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La circulation de ces camions, ça ne relève pas du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ça relève d'un autre département, c'est le ministère des Transports. À un moment donné, un acte avait été pris pour empêcher justement ces camions de circuler. Et les syndicats se sont levés pour dire, si vous en faites ainsi, il n'y aura pas d'approvisionnement sur le marché, notamment en carburant, en marchandises et en denrées. Donc le ministre des Transports est revenu sur sa décision. Le rôle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers la direction centrale de la police routière, c'est d'appliquer la loi. La loi, c'est quoi? C'est un ministre qui prend des dispositions et à partir de là, la police
prend les dispositions qui s'imposent. En ce qui concerne justement cet accident d'hier, c'est un défaut de freinage. C'est pas à la police de gérer ce genre de questions. Vous savez, même vous qui avez vos voitures ici, est-ce que vous avez fait la visite technique? On est tous fautifs. Alors, donc c'est pas à nous de gouverner cela. À la police, excusez-moi, lorsqu'il y a un accident de la circulation, c'est quand même à la police de faire le constat. Je ne parle même pas de constat. Avant le constat, je vous il y a prie, par exemple l'occupation. Je vais juste expliquer. Okay. Je voudrais juste finir ma question, s'il vous plaît. Allez-y. Quand il y a un accident de la circulation, enfin dans un pays normal, c'est la police qui vient, qui fait le constat, qui relève, à savoir pour les assurances, etc., qui a raison, qui a tort, qui est celui qui a provoqué l'accident ou non, etc. Et ensuite, effectivement, le ministère des Transports, le ministère de la Santé, etc., enfin bref, reprend le relais. Mais au départ, la responsabilité de la sécurité de la circulation vous incombe. Ça a été fait. D'accord. Pour cela, le compte rendu m'est revenu. D'accord. Pour cela, je vous ai dit l'accident de Anta. Ok. Si vous vérifiez mon WhatsApp, vous le verrez. Et le soir, j'ai parlé avec eux. Donc, ça relance encore 2 questions. Les visites techniques, les assurances et le comportement anarchique Absolument. de nos concitoyens. Ah, justement. Maintenant, madame est en train de parler d'une question. Les marchés, ils ont un syndicat. C'est géré par les gouvernorats. Ce n'est pas à la police de le faire. C'est le gouvernorat qui prend des dispositions et nous, on est là pour les faire appliquer. Ils ont la police municipale. Si la police municipale est débordée, ils font appel au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et c'est notre rôle d'intervenir. Le comportement anarchique au niveau des marchés, ce n'est pas quelque chose d'admissible. C'est choquant, ça me choque, de la même façon que ça choque madame. Les gens là, les marchés sont gérés par des syndicats. Il faudrait que ces syndicats-là, le président des marchés, joue leur rôle. Et ensuite, pour faire déguerpir ces gens-là, c'est du ressort du gouvernorat. Je vous en prie. Parfait. Le ministre Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en grand oral ce matin. On va revenir avec la taxe avant d'aborder les autres. D'accord, allez-y, Daouda. Je vous laisse sur la même question et il relève quand même de vous, de votre département, le directeur de la sûreté urbaine. Sécurité. La sécurité routière, mais aussi la sûreté urbaine, on en parle. Alors, il y a aujourd'hui le fait des occupations anarchiques dans nos quartiers, sur nos artères, les véhicules qui garent, qui font des années, qui ne bougent pas, mais qui obstruent également la circulation. Est-ce que vous êtes intéressé par des déguerpissements pour quand même permettre la fluidité de la circulation, puisque vous en avez parlé? Je vais revenir assez rapidement sur cette question. Est-ce que vous savez que la mise à la fourrière ne relève plus du ministère de la Sécurité et de la Protection civile? Résultat, nous ne disposons pas d'engins lourds et semi-lourds pour faire justement déguerpir tous ces camions remorques, tous ces véhicules pourris que vous trouvez le long de la voirie. C'est du ressort d'un autre département. C'est le gouvernorat. C'est le gouvernorat qui gère ça. Maintenant, nous avons fait une correspondance qu'on a adressée au Premier ministre pour un arbitrage. Le jour que l'arbitrage va être fait, vous allez voir tous ces camions remorques, ces véhicules pourris que vous trouvez le long de la voirie, chevaux à la maison, un peu partout, même en face, ici, de cet immeuble, on va les faire déguerpir. Mais on attend que l'arbitrage finisse. D'accord. On va, si vous permettez, on va avancer parce que les vrais sujets, passeport et autres, nous attendent. Je voudrais, Ahmed, déjà à plus de 23 minutes qu'on y est. Allez-y, mon cher Kaps. Alors, monsieur le ministre, pour revenir un petit peu sur cette taxe de redevance sur le trafic honnête qui ont été supprimées hier parce que la décision a été prise, pas qu'on est favorable à cette taxe-là, mais c'est un petit peu ressorti ce paradoxe-là. D'un côté, l'État qui dit qu'on n'a pas d'argent, et de l'autre côté, cette possibilité d'engranger de l'argent qui est supprimé. Qu'est-ce que ça sous-entend concrètement? Ok. Vous savez, pour faire tourner un gouvernement, il faut des ressources. Il faut beaucoup de réformes. Pour mobiliser ces ressources, nous avons 2 sources. Les sources internes et les sources externes. Il se trouve que le budget, pour l'année 2022, il y a un déficit de près de 4 000 milliards, comme vous l'avez dit. C'est juste. Pour justement combler ce déficit, soit il faut aller vers les partenaires, les bailleurs de fonds,
ou tout simplement mener des réformes courageuses à l'intérieur de notre pays pour pouvoir récupérer ces 4 000 milliards et combler ce vide. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile fait partie de cela. Le Premier ministre en Conseil des ministres, il a dit qu'il n'aimerait pas qu'on se tourne vers les bailleurs de fonds, les PTF, à tout moment. Nos mines, à ce moment, c'est 300 millions de dollars, 30 millions ou 300 millions de dollars, leur contribution dans le budget national. Le ministre dit qu'il voudrait qu'on monte, que c'est faible, exactement. Ensuite, il a dit à tous les départements, dans l'axe macroéconomique qui apparaît justement dans le plan d'action du Premier ministre, de mener des réformes courageuses au niveau de tous les départements. Par exemple, la police, vous avez quoi? Les contraventions, c'est des sources d'argent. La gestion des sociétés de gardiennage, c'est une source d'argent. Les passeports, c'est une source d'argent. Mais si il n'y a pas de verbalisation, si les sociétés de gardiennage, n'importe qui peut ouvrir une société de gardiennage parce que ça ne coûte absolument rien, on ne pourra pas. Donc, ce sont ces choses-là qu'on va monter. Maintenant, vous avez deux écoles. Il y a une école qui dit, pour trouver le financement, il faut monter les taxes. Il y a une école qui dit, non, il faut aller vers moins de taxes. Maintenant, les gens qui vont vers plus de taxes, il faut tout faire, lorsque vous montez les taxes, de faire de sorte que ces taxes-là soient directement utilisées par les gens qui gagnent le moins. Donc, le Premier ministre, c'est une volonté du chef de l'État. Le président, lui, il voit les citoyens. Le président est très soucieux du bien-être des citoyens. Donc, il a pris cette décision-là. À partir du moment que la décision a été prise pour alléger le panier de la ménagère, qu'est-ce que le Premier ministre fait et son gouvernement? C'est prendre les dispositions qui s'imposent. Donc, c'est justement ces deux écoles-là, à travers ces deux écoles qu'on arrivera justement à régler cette question. Alors, mon cher Ahmed, allez-y. Je vais un peu vous taquiner. Il y a une troisième voie aussi que vous ne voyez pas. C'est peut-être que le président de la République veut aussi préserver sa popularité. Or, on sait qu'en augmentant les impôts, on devient forcément, ce sont des décisions très compliquées à prendre, mais qu'il faut prendre. Voilà, ça c'est ma première question. Parce que je pense que le président... Attendez, je vais juste répondre sur ce passage. Oui. Le président de la transition, c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas. Il ne cherche pas à être populaire. C'est quelqu'un de pragmatique. Moi, je ne l'avais jamais connu avant la transition. Mais je peux vous garantir, le premier jour que je l'ai rencontré, et le deuxième jour, parce que je l'ai vu que 2 fois avant que je ne sois nommé ministre de la Sécurité, c'est quelqu'un qui a des convictions extrêmement fortes. Je ne le dis pas pour le flatter. Habituellement, moi, je flatte personne. Je suis quelqu'un aussi d'assez pragmatique, donc c'est ce qui me lie à lui. Et il l'a évoqué d'ailleurs le premier jour qu'on s'est vu. Il cherche. Mais quel est l'intérêt qu'il a à chercher la popularité? Il est là, non. Se maintenir, le président n'a aucun intérêt. Il est président d'une transition. Une transition, c'est temporaire et c'est transitoire. Ça va passer. Mais imaginez, dans quel état la transition a pris le pays? Si on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, il y a des comportements qu'il ne faut pas du tout adopter. Donc il faut, dans le cadre de la refondation de l'État, jeter les bases fondamentales pour permettre à ce pays de démarrer et de façon définitive. Donc le président, il est dans cette logique. Alors je me suis peut-être mal exprimé, monsieur le ministre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il voulait peut-être préserver la quiétude sociale. Mais cela étant, vous avez mis l'accent sur quelque chose qui est très important dans notre pays, ce sont les réformes fiscales. Et on se rend compte, alors est-ce que vous avez d'abord des statistiques sur savoir combien de nos concitoyens payent des impôts? Deuxièmement, la sécurité. Non, est-ce que vous avez des statistiques? Oui, les membres du gouvernement, donc c'est normal que je puisse poser cette question. Allez-y quand même. Les membres du gouvernement. Allez-y. Ensuite, deuxième question, monsieur le ministre, qui me paraît la plus importante. Entre les recettes directes de l'État et les recettes indirectes, quelles sont les réformes concrètes que vous allez proposer à nos concitoyens et à l'État pour que justement ce déficit abyssal qui nous plonge aujourd'hui à aller demander aux bailleurs de fonds sans cesse de combler nos déficits et nos déficits en termes de modernisation de notre administration et en termes de déficit budgétaire, qu'est-ce que vous allez faire pour que cela n'arrive plus justement? Ok, merci beaucoup. D'abord, je rappelle que je ne suis pas le ministre de l'économie et des finances ni le ministre du budget. Du budget ou du plan? C'est sous leur contrôle que je parle en ma qualité de membre du gouvernement. Parce que c'est des questions qui sont débattues non seulement en conseil interministériel,
mais entériné en Conseil des ministres présidé par le président de la transition. Qu'est-ce qu'on a dit? Après l'élaboration du budget de l'année 2022, qui a été élaboré avec une rapidité extraordinaire, dans les conditions normales, un budget qui s'élabore tout au long de l'année. Mais l'avènement du CNRD, c'était au mois de septembre. Donc, ce n'était pas une tâche facile. Donc, nos ministres du budget et des finances ont réussi à le faire. Là, il se trouve que ce budget est déficitaire. Pour faire face à ce déficit, le Premier ministre a instruit d'aller vers des réformes courageuses. Et il a instruit à chaque ministre, dans le cadre de la mobilisation des recettes concernant son département, de faire des propositions. Les propositions sont en train d'être faites. Moi, en ce qui me concerne, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le dossier se trouve sur mon bureau pour signature. Donc, tous les autres départements vont faire la même chose. C'est ce qui va être centralisé, discuté en Conseil des ministres et une décision va être prise. Décision qui va donc être prise. Maf, c'est avec vous qu'on va enchaîner avec le sujet que vous évoquiez dès le début de cette émission, avec les retraites, avec les retraités. Avec les retraités, oui. Alors, monsieur le ministre, on voudrait bien vous entendre sur cette actualité. Qu'en est-il réellement? Expliquez-nous vos demandes au niveau du ministre de la fonction publique et ce qui nous a amené vers ce courrier-réponse. Qu'en est-il réellement? Ok. Pour commencer, permettez-moi de vous dire que la retraite, ce n'est pas une sanction. Mais en Guinée, c'est perçu comme étant une sanction. La réforme de l'administration, c'est un des axes majeurs. La retraite n'est pas une sanction, c'est lorsque vous êtes retraité, vous partez à la retraite à la date indiquée. Mais lorsque la retraite est anticipée... Mais justement, vous allez un peu plus vite en besoin. Attendez-moi de finir. C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous posez la question à un niveau intermédiaire, ce qui est tout à fait normal, j'essaye de le ramener au niveau stratégique, voire au niveau politique, après maintenant redescendre. Parce qu'il y a une connexion, il y a une unité d'action. C'est pour cela que je disais que la réforme, ce n'est pas une sanction. La retraite. Vous comprenez? Un des axes majeurs du plan d'action du Premier ministre, qui découle de la lettre de mission du président de la République, c'est de poursuivre la réforme de l'administration. Ces retraites dont vous en avez entendu parler relèvent de cela. Est-ce que vous savez que le fichier de la fonction publique, c'est un fichier qui est truqué? Lorsque les gens ont entendu qu'il y allait avoir retraite, il y a eu des gens, et majoritairement, qui sont allés modifier leur date de naissance. Parmi les gens qui sont sur ces listes-là, il y en a qui ont eu 2 voire 3 dates de naissance. Pour faire la retraite à la police, ça a été une tâche extrêmement fastidieuse. Il a fallu qu'on se réfère au matricule. Parce que vous ne pouvez pas prendre la série des matricules d'une année très antérieure et ramener. Et quand vous modifiez votre matricule, vous n'avez plus de solde. Donc, lorsqu'on s'est aperçu que les gens ont pu modifier leur date de naissance, on s'est référé au matricule. On a travaillé des nuits durant. Vous comprenez? Et le président de la République, le président de la transition, il a insisté pour que les gens n'aillent pas à la retraite de façon arbitraire. Et il a ajouté, je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. Mais l'erreur est humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous parlez des gens qui sont allés à la retraite au niveau de la police, on a appliqué la même chose qu'on a appliqué à l'armée. Moi qui suis en face de vous, je suis allé à la retraite. Je n'ai pas crié. Mes collègues sont allés à la retraite. J'ai accepté pour les besoins du service. À la police, il y en a qui sont allés pour limite d'âge. Il y en a qui sont allés pour les besoins du service. Ceux qui sont allés pour les besoins du service, il y a un groupe,
c'est une vingtaine. Eux, c'est des gens auxquels il restait juste un petit moment, 1 an, 2 ans, voire 3 ans, mais qui devaient être indemnisés. Et le dossier se trouve actuellement au ministère des Finances. Il y a un deuxième groupe. C'est des gens, le statut permet, compte tenu de leurs compétences, de les remuter dans l'administration locale, soit au niveau de l'administration décentralisée ou déconcentrée. Ils peuvent être des secrétaires généraux. Donc c'est des compétences qu'ils ont, c'est de l'expérience qu'ils ont, ils peuvent les apporter. Le statut de la police le permet. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a eu ça. Maintenant, lorsqu'un citoyen estime qu'il a été brimé, soit qu'il ait modifié sa date de naissance ou qu'il n'ait pas modifié sa date de naissance, qu'est-ce qu'il fait? C'est son droit d'écrire au ministre concerné pour dire de revoir son cas. Ce sont ces cas qui sont arrivés à mon bureau et j'ai instruit au directeur des ressources humaines de prendre leur liste et d'envoyer à la fonction publique pour examen. Et c'est ce dossier que vous avez vu à la fonction publique où c'est écrit accusé de réception. Maintenant, vous avez un de vos collègues qui est juste en face de moi qui a dit qu'il faut aller vers l'information. Ce n'est pas l'information qui va venir vers le journaliste, mais c'est le journaliste qui va vers l'information. Moi, personne n'est venu à mon niveau. Je rappelle, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se trouve à Koléa. On n'a pas besoin de GPS pour y aller. S'il y a une information comme ça, venez. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai dit que les portes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile vous sont ouvertes. Venez nous voir. On va vous expliquer. Allez au ministère de la Fonction publique. Ils vont vous l'expliquer. Mais si vous écoutez un citoyen qui se dit « j'ai été brimé », s'il se trouve que ce citoyen a modifié sa date de naissance, vous regardez juste la date de naissance, il va vous induire en erreur. Je pense que dans le cadre de la refondation de l'État, non seulement les membres du gouvernement ont un rôle à jouer, mais vous les journalistes aussi, vous avez un rôle à jouer. Pour enchaîner. Monsieur le ministre, il y a une question qui me préoccupe, c'est la question de la formation au niveau de la police. Alors à un moment donné, l'école de la police ne fonctionnait pas, mais il y a eu des avancées ces dernières années. Alors j'aimerais savoir aujourd'hui dans notre pays, quel est l'état de la situation de la formation au niveau de la police et qui sont nos partenaires dans ce cadre-là. J'aime bien citer quelque chose où on dit ils s'instruisent pour vaincre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être un bon administrateur, un bon policier, si cela n'est pas soutenu par une formation, et une formation de qualité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'école de la police a 2 écoles, délocalisées sur 2 sites. Mais il se trouve que, j'aime souvent le dire, la mauvaise gouvernance, elle a touché tous les secteurs de la vie publique et privée en Guinée. Mais il y a des secteurs qui sont plus atteints que d'autres. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se trouve sur cette liste des départements les plus atteints par la mauvaise gouvernance. Les plus corrompus, quoi. Non, la mauvaise gouvernance ne veut pas dire corruption seulement. C'est la façon aussi d'exercer l'administration. La compétence fait partie justement de la bonne gouvernance. Il y a la gouvernance des finances, la gouvernance de l'administration, la gouvernance dans tous les domaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Le recrutement au niveau de la police, c'est la police qui doit recruter. Une fois que les gens ont reçu la formation commune de base, ils ont reçu la formation initiale professionnelle de la police, on écrit au ministre de la fonction publique pour leur réintégration, pour leur intégration au niveau de la fonction publique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps avec la politisation de l'administration? C'est la fonction publique qui a recruté en lieu et place de la police. Et ces gens-là, ils sont venus. Il se trouve, il y a plus de 1000 qui se promènent dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui n'ont reçu ni formation commune de base, ni formation initiale. Ils sont là désœuvrés. Et pour aggraver les choses, on a recruté un autre groupe de plus de 1500 qu'on a amené directement en formation et on a laissé les gens qui avaient été recrutés avant eux. C'est ce groupe qui se trouve actuellement sur les 2 sites de nos écoles. Parmi eux, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parmi eux, il y a plus de 20% qui ne savent ni lire ni écrire.
Et qu'est-ce qu'il peut Le en faire policier, aujourd'hui? j'en viens, monsieur. Pour écrire à la police, il faut savoir écrire un PV quand même. Il faut savoir rendre compte. Donc, et parmi eux également, vous avez des gens qui sont administrateurs. Mais ils se sont fait enrôler à l'école en tant qu'agents. Maintenant, la formation est terminée. Ils ont exhibé leur diplôme. Ils sont rentrés en tant qu'agents. Les grandes Et il ne faut gueules. pas oublier aussi qu'il y en a qui viennent à la police. Une fois qu'ils sont intégrés dans la fonction publique de la police, ils vont dans le département qu'ils souhaitent. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a une amélioration dans le cadre de la formation. La police est bien occupée de leur formation. Ils ont été très bien formés. Ils ont reçu une bonne formation commune de base, une bonne formation initiale professionnelle. Maintenant, comment gérer ces 1500 et aller aussi gérer les 1000 que nous avons au département? Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir dessus et on va proposer très prochainement une solution au gouvernement concernant ces éléments parce que c'est des Guinéens. Ils sont pas responsables de ce qui leur arrive. Parfait. Voilà. Alors le ministre Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous allons enchaîner cette fois avec la question épineuse, éternelle du passeport. Et c'est avec vous, Cabs, vous vous souvenez encore, il y a quelque temps, le ministre a pris la décision, un communiqué de suspension de délivrance des passeports. On va donc commencer avec vous, Cabs, sur la rupture du passeport. Voilà, alors monsieur le ministre, récemment, comme le dit Tamba, vous avez pris un acte qui venait suspendre la délivrance des passeports, dû quelque part à la conformité au niveau couleur. On a bien envie de vous entendre aujourd'hui sur cette question-là, surtout après que cet acte soit pris. La vraie question qui se pose, c'est que il serait dit qu'au sein du ministère, avec l'opérateur Iris, vous disposerez déjà de 20 000 passeports avec une nouvelle couleur qui est la couleur vert clair, que vous souhaitez qui revienne sur la dernière couleur qui est la couleur vert foncé. Et donc la question dessus, vous aurez à votre disposition 1000 passeports déjà de couleur vert foncé, et aujourd'hui qui n'est destiné qu'à des privilégiés. Aujourd'hui, quand on part à la banque, donc notamment à Ecobank, après suspension, on vous dit tout de suite là que pour que vous puissiez faire votre paiement, il vous faut recevoir l'autorisation venant du ministre. Et donc aujourd'hui, la question à se poser, est-ce qu'il y aurait quelque part des privilégiés qui bénéficieraient justement des privilèges venant de vous, ou est-ce qu'il faut appliquer la sanction sur tout le monde? C'est ma première question, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque j'ai pris fonction au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, j'ai assez rapidement fait un diagnostic rapide et efficace, et il est ressorti de ce diagnostic que le problème d'acquisition de documents de voyage était le problème qui emmerdait le plus nos concitoyens. Quand je dis nos concitoyens, vous faites partie. Parce que vous avez des frères, vous avez des enfants qui ont envie d'avoir un document de voyage, qui est un droit de tout un citoyen. Et il se trouve que c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui est chargé justement de délivrer ce document. Donc, j'ai érigé le problème d'acquisition de documents en priorité P1. D'accord. Donc, on a pris un certain nombre de dispositions. Quelques jours après, il y a une interruption justement de la délivrance de ces documents due à un problème technique. Donc, la vétusté des machines. Et ensuite, vous savez, la société Iris a sous-traité avec une société dite Loba. Et alors que dans la convention avec la société Iris, c'est les vrais travailleurs de Iris qui devaient être ici présents. Mais ils ont sous-traité avec la société Loba. Donc il y a eu des défaillances manquées et répétitives de la part justement de la société Loba qui a sous-traité avec la société Iris. Parmi ces manquements, vous avez non seulement des problèmes techniques récurrents, et vous avez également le problème de rupture de stock. Les deux couleurs dont on parle, c'est les deux là. Ça, c'est le passeport officiel. Ça, c'est l'ancien stock. Lorsque on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus assez de passeports en stock, je les ai appelés. J'ai dit, faites la commande. On a fait la commande.
il n'y a jamais eu de passeport. J'ai fait une deuxième commande, il n'y a jamais eu de passeport. J'en suis à ma troisième commande, il n'y a pas eu de passeport. Et unilatéralement, la société du jour au lendemain me propose le passeport de ce couleur, sorti du vieux stock de la dernière génération de passeports. Je rappelle ici à tous les citoyens que le ministre de la Sécurité n'est pas compétent pour changer la couleur d'un passeport officiel. C'est quelque chose qui se discute en Conseil des ministres. Lorsqu'il est acquis, on le change. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui empêcherait la société à nous fournir ce stock? J'ai cherché à rentrer en contact avec la vraie société. Le PDG de la société n'a pas voulu me parler. Il m'a juste envoyé sa directrice commerciale. Sa directrice commerciale m'a parlé juste 5 minutes. Elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison. Ils ne nous ont plus recontactés. Oui, mais nous sommes un État. Attendez. Attendez, les gars, on va ordonner le débat. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Non, Antoine, je dis Antoine, Ahmed, on va l'écouter. Cette convention, moi, je ne l'ai pas signée. Ça, c'est quelque chose, cette couleur, nous l'avons héritée. Et ces problèmes récurrents, nous les avons hérités. Mais monsieur, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, lorsqu'on s'est rendu compte que Louba n'arrivait plus à renouveler le stock et la société Iris ne voulait pas nous parler, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait informer les citoyens. Est-ce qu'on va continuer à faire les paiements à la banque, créer un embouteillage, et le jour qu'on va renouveler le stock, comment est-ce qu'on va épuiser tous ces gens qui ont payé? Donc le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, par ma voix, a pris ses responsabilités. Et on a communiqué pour suspendre tous les enrôlements. Parfait. Maintenant, non, c'est pas fini. Non, juste un dernier élément qui est extrêmement important. Attendez. On a gardé un stock de 1000 passeports uniquement pour les cas de maladie et les boursiers. Et je peux vous garantir, c'est pour cela que je vous dis, allez vers chez nous. Demandez un seul instant là-bas. Si j'ai ordonné, ou si quelqu'un d'autre a ordonné qu'on donne un passeport à quelqu'un qui n'est pas parmi les malades à évacuer et parmi les étudiants. Mais vous savez, en Guinée, lorsqu'on dit malade, dans un cas comme ça, tout le monde devient malade. Lorsqu'on dit c'est des étudiants boursiers, tout le monde devient étudiant boursier. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de gérer. Parfait. Allez-y, alors, monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'un problème lié à Iris, mais plutôt un problème au niveau international. Parce qu'il y a une rupture au niveau international des passeports. Quand vous vous souvenez, même aux États-Unis aujourd'hui, le gouvernement américain est arrivé jusqu'à prendre une décision donnant l'autorisation à ce que les gens, pour une période donnée, utilisent les passeports même à date expirée pour pouvoir gérer la crise. Alors, allant sur ce fait-là que c'est une crise internationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que si même ces passeports de couleur verte foncée, que par Conseil des ministres, une proposition pouvait être faite à ce niveau-là pour permettre à ce que ces couleurs soient utilisées pour une date bien déterminée afin de ne pas peiner la population guinéenne, des gens qui sont malades, comme vous le dites vous-même, des Guinéens qui se retrouvent dans d'autres pays à l'international qui sont peut-être en train de perdre leur statut. Parfait. Ok, je vais vous dire une chose. Il faut envisager des solutions qui sont durables. Vous imaginez dans quelles conditions vous avez acquis vos passeports au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les conditions inhumaines dans lesquelles on fait l'enrôlement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Deuxièmement, l'arnaque qu'il y a au niveau de l'enrôlement des citoyens. Et troisièmement, les conditions techniques dans lesquelles la société Louba travaille. C'est tout simplement inadmissible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la question de CAPS, monsieur le ministre, il parle de rupture de matières premières entrant dans la fabrication des carnets. Justement, je vais en venir. D'accord. Cette rupture de matières premières dont on en parle, renseignez-vous bien. Cette crise-là, elle n'a eu lieu qu'en Guinée, au point qu'il y ait rupture dans le stock. Aux États-Unis dont vous parlez, il y a eu l'affaire de Covid. On évitait au maximum le contact physique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a autorisé aux gens de voyager avec leur passeport expiré. Il n'y a pas eu un problème de matière première qui a été mise en cause. Ça, c'est une question qui a été directement soulevée par le responsable de Louba. Ça, c'est une réalité. Je vous le dis. Moi, j'étais au Canada lorsqu'il y a eu justement ce problème. On nous a totalement interdit d'aller au ministère des Affaires étrangères pour renouveler nos visas.
Donc on est resté là et on a gardé les trucs, on nous a autorisé à voyager avec les cartes de séjour. D'accord. Alors, ce que je ne comprends pas, dans la signature, c'est vrai que c'est vous qui, vous n'étiez pas là à la signature, mais il est clairement dit que la sous-traitance ne devait pas être là. Comment comprendre que Louba s'invite et à vous écouter, la société Iris ne vous fournit pas les vraies raisons puisque vous ne parvenez déjà pas à communiquer avec cette société. Ça veut dire donc que c'est la société Louba qui est le réel problème, cette société qui s'est invitée alors que ça ne devait pas être le cas puisque la Guinée devait directement traiter avec Iris. Je ne vais pas trop faire de commentaires sur les conditions qui ont prévalu à la signature de cette convention. Et je ne suis pas là pour critiquer un prédécesseur. Cette convention, je l'ai trouvée, je l'ai héritée, je suis en train de la gérer. Donc l'essentiel, c'est quoi en ce moment? C'est d'aller vers quelque chose de durable, quelque chose de meilleur pour nos citoyens. Donc, oui, allez-y. On veut bien comprendre, mais tout ce que nous voulons davantage savoir, c'est ce qui n'a pas marché. Et donc, est-ce qu'à vous écouter, on s'aventure, on se dirige vers l'arrêt de cette convention? Vous allez complètement arrêter avec Louba et Iris. Est-ce que la Guinée va devoir collaborer avec une autre société à présent? Question intéressante sur laquelle le ministre reviendra tout à l'heure. La machine de cette interview vient de s'allumer. On se retrouve dans seulement 9 minutes et ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Puis derrière, vous entendrez également Tiken Jah Fakoly et Sidiki Diabaté. Ils sont là pour faire un concert qui va faire la paix et unir les Guinéens. On entendra, on va voir avec eux c'est quoi leur magie. Et c'est pour bientôt, on se retrouve dans quelques minutes. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Sur Adafo Média. Nous retournons dans ce studio, nous revenons à nos moutons. Nous continuons cette interview avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Avant la pause, nous étions, mon cher Ahmed, nous étions sur la question de la rupture du passeport. Et avec vous, on continue. Merci. Et je rappelle que lecture des messages, des réactions de nos téléspectateurs se feront plus tard. Monsieur le ministre, Lamine Guirassy a dit de vous, et c'est pas quelqu'un qui a le compliment facile, il a dit de vous que vous étiez victime de votre rigueur. Je fais partie de ceux qui pensent que vous estimez que la corruption n'est pas une fatalité et que vous avez probablement voulu mettre un électrochoc dans votre ministère. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Et j'estime qu'il faudrait avoir une lésion psychique pour ne pas comprendre votre démarche. Cela étant, nos compatriotes souffrent, monsieur le ministre, depuis des décennies, pas depuis des années plutôt, j'exagère un peu, de ce justement, de la non prise en charge de l'État de ses devoirs. Parce que vous nous dites souvent, les citoyens, nous avons des droits et des devoirs, et nous avons surtout des devoirs envers notre pays, mais vous avez, vous, le devoir envers nous de nous donner des documents qui sont non seulement fiables, valables à l'étranger, respectés, et puis qui font de nous des citoyens. Et la question récurrente du passeport en fait partie. J'ai ouï dire que vous étiez en ce moment à la recherche de sociétés fiables, pour justement vous acquitter de vos devoirs envers nous citoyens, nous pauvres citoyens j'allais dire, et vous avez sorti vos passeports. Moi je vais vous montrer ceci, et je n'ai aucun intérêt à le faire, mais je vais vous raconter, puisque vous avez le souci du service public. Je suis allé dans ce centre,
Ils m'ont fait mon passeport en une journée. J'ai été reçu. Mon permis de conduire, excusez-moi. Sinon, j'allais porter plainte. Pardon, excusez-moi. Ils m'ont fait mon permis de conduire en une journée. J'ai été reçu comme un citoyen normal, avec des conditions du service public qui auraient dû avoir dans votre ministère. Je sais que vous avez hérité de quelque chose. Et puis, au mieux que cela, ce permis de conduire-là me permet de conduire partout dans le monde, puisqu'il est moderne, il est numérisé, et il a la police française ou américaine, lorsqu'elle comment dirais-je, le flash, elle le retrouve quelque part. Voilà. Donc ça veut dire que ces gens-là nous font rentrer dans une modernisation. Je ne comprends pas, monsieur le ministre, pourquoi vous n'êtes pas allé, ou pourquoi vos services plutôt compétents ne sont pas allés vers une telle société. Et je n'ai vraiment, croyez-moi, aucun intérêt à les vendre. Je suis juste un citoyen satisfait de pouvoir voyager. Je finis juste ma question. Ma question est, les connaissez-vous et pourquoi vous n'avez pas été vers eux? Et ma deuxième question, qui va être un peu plus vache, pourquoi, monsieur le ministre, on n'arrive pas à moderniser nos administrations, c'est-à-dire à centraliser les données, les centres data, les données numériques, pour justement en finir avec ces gens qui trichent avec leur date de naissance, ces gens qui trichent avec avec les salaires, etc. Il suffit juste de moderniser et donc de numériser les données de la Guinée. Parfait. Alors, de matérialiser, exactement. Dématérialiser. Alors, monsieur le ministre, vous allez répondre à la question de Ahmed en même temps que vous répondrez à la question de Mafoudi. À la pause, elle avait déjà été posée et n'avait pas été répondue. Pouvez-vous la répéter? Alors la question, c'était les difficultés liées à la convention. Je sais, le ministre répétait tout à l'heure, il ne va pas revenir sur ce qui a été fait par son prédécesseur. Mais nous voulons davantage comprendre ce qui n'a réellement pas marché. Et à date, qu'est-ce qui se dessine finalement pour la Guinée? Est-ce un nouveau partenaire ou bien des entretiens avec Iris pour une amélioration? Écoutez, vos questions respectives, tous les deux, touchent le problème d'acquisition de documents de voyage, en l'occurrence le passeport. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un droit du citoyen et c'est une obligation pour l'État de fournir ce document à nos citoyens. Mais il se trouve qu'en ce moment, on est en difficulté avec nos partenaires. Et ces difficultés, nos partenaires n'arrivent pas justement à trouver une solution à ces difficultés. Et parmi ces difficultés, il y a le renouvellement du stock. Comment pouvez-vous imaginer qu'un partenaire reste assis jusqu'à ce qu'il y ait l'épuisement de son stock? Il y a des pays, le stock zéro, c'est 50 000 passeports. Il y a des pays, le stock zéro, c'est 100 000 passeports. Avant l'épuisement de ces 50 000 et de ces 100 000, quelle que soit la crise, il se trouvera que la crise est déjà passée et on renoue avec le partenaire qui fournit les passeports. Pour revenir à votre question, vous parlez des conditions les conditions modernes dans lesquelles les gens acquièrent leur permis de conduire. Pourquoi on ne serait pas allé avec eux? Je pense que la question qu'il faut se poser, pourquoi ils ne seraient pas venus vers nous? Vous comprenez? Vous n'êtes pas le seul à me parler de ces gens-là. Il y a des gens qui ont acquis leur permis, sont venus me voir à la maison chez moi-même. Ils m'ont dit, mais pourquoi les Guinéens n'auraient pas droit à acquérir leur passeport dans les mêmes conditions? Mais il se trouve que c'est une convention qui courait déjà. Vous avez vu où est-ce que les gens s'enrôlent? C'est où? C'est sous un hangar. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on veut changer toutes ces conditions, il faut aller vers la convention. Vous comprenez? Il faut amener le partenaire à changer cela. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a voulu complètement délocaliser l'enrôlement au niveau du ministère pour l'amener sur 2 ou 3 autres sites. Donc, j'ai donné les instructions pour travailler ces sites. Mais ces sites, c'est à peu près dans les mêmes conditions. Donc, je suis venu, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait rien. Je dis, il faut des plafonds. Il n'y avait pas de ventilateur, je dis, il faut mettre des ventilateurs. Il n'y avait pas de WC, il fallait mettre des WC. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ils n'ont pas de WC actuellement. Imaginez les citoyens qui arrivent le matin pour s'enrôler, ils ont des bébés, ils ont tout, ils n'ont pas où aller pour se mettre à l'aise. Donc, pour changer tout ça, ça demande une stratégie. Vous comprenez? Ça demande du temps. Donc, on est exactement dans ça. On est en train, c'est pour cela que je vous ai dit que pour le problème de passeport, il faut qu'on sorte définitivement. Ces gens-là,
c'est des Guinéens. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile aussi veut la promotion des locaux. Si ces gens-là, ils sont compétents, ils sont en mesure de le faire le plus rapidement que possible pour nos citoyens, ils sont là bienvenus. C'est pour cela, en conseil des ministres, il a été dit d'aller vers plusieurs options. Eh bien, le gouvernement va étudier ces options et une option va être choisie. Maintenant, pour en venir à la question de madame, vers quoi s'achemine-t-on? Si aujourd'hui, Iris est en mesure de changer les conditions dans lesquelles nos concitoyens s'enrôlent, ils sont en mesure de fournir les passeports dans la même couleur, mais pourquoi ne pas renouer avec eux? Mais imaginez, on a eu près de 10 rencontres. On a fait un procès verbal. Ils ont signé, on va renouveler le stock dans la même couleur. Ça n'a jamais été fait. Voulez-vous qu'on reste encore à tenir des réunions qui produisent absolument rien? Et le stock des 5 000, monsieur le ministre, le stock des 5 000... Non. Je parle du stock des 5 000 qui devaient arriver en couleur... C'est jamais arrivé, malheureusement. D'accord. C'est jamais arrivé. Je viens de commander 20 000. Ces 20 000 ne sont jamais arrivés et il n'y a pas eu de suite. Un accusé de réception à ma commande. Donc, est-ce que vous êtes en train de voir avec un autre partenaire? Vers plusieurs partenaires. Et le choix va être fait. Mais je vais vous dire une chose. Je vous ai dit, même Iris, si ils sont capables de changer leur façon de travailler, on va revoir les dispositions de la Convention et aller vers un avenant pour permettre à nos concitoyens d'acquérir les passeports dans des conditions... Les gars, je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais je veux quand même aussi poser une question, monsieur le ministre. Pendant ce temps, parce que dès qu'on vous a annoncé, nos compatriotes, ils sont partout, ils sont connectés, ils nous écoutent sur la question du passeport aujourd'hui. Je suis là pour eux, pour répondre à leurs questions. Voilà, au Sénégal, en France, partout à travers le monde, ils se disent, bon, nous, on s'est enrôlés à partir des représentations diplomatiques de la Guinée, on s'est enrôlés, pour certains, depuis juillet, ils continuent d'attendre, rien n'y fait. Quelle va être la recette pour eux? Parce que pour plusieurs, ils n'arrivent pas à se réinscrire. Par exemple, c'est le cas en Russie, c'est le cas un peu partout à la fac. Et des fois, pour coupables, on pointe du doigt le ministère des Affaires étrangères. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on doit indexer dans ce cas-ci ce département? Et au-delà d'indexer, on veut savoir quand même, monsieur le ministre, ça va finir quand? Pour eux, leur calvaire. Ok. Je rappelle que le ministère des Affaires étrangères ne délivre pas de documents de voyage. C'est du ressort du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et le problème de passeport, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, ça a été tout le temps un casse-tête pour nos concitoyens. Soit ils viennent, ils attendent des mois, ils n'ont pas leur passeport, ou ils attendent des semaines, ils n'ont pas leur passeport. C'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu parler de rupture de passeport? C'est pas du tout la première fois. Pour revenir à l'enrôlement de nos concitoyens qui se trouvent à l'extérieur du pays, c'est une violation de la Convention. C'est l'UBA qui a signé en lieu et place de la société Iris pour aller produire ses passeports dans nos ambassades. Et c'est pas la police qui fait l'enrôlement là-bas. C'est des gens qui ont été formés et déployés par l'UBA. La Convention ne les lui permet pas. C'est une violation flagrante. Absolument. C'est une violation de la Convention. Maintenant, pour revenir... Monsieur le ministre, dans la Convention... Je vais juste revenir parce que la question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, je vais demander à ces concitoyens de garder patience. On est déjà dans la crise. Il y a deux options. Soit on continue avec le même système. Ils s'enrôlent, ils ont du mal à avoir leur passeport. Ils veulent prendre rendez-vous à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à prendre leur rendez-vous. Ou bien est-ce qu'il faut aller vers quelque chose où le citoyen peut avoir son passeport où qu'il soit? Je pense qu'on doit penser à ça. Il faut qu'on sorte justement de cette logique. Et nous, on est en train, nous, gouvernement, moi je ne dis pas en tant que ministre, je ne parle pas en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je suis dans un gouvernement. Nous, gouvernement, aujourd'hui, notre souci, c'est de permettre aux citoyens d'avoir leur passeport dans des conditions humainement acceptables, dans un bref délai, un passeport de qualité
un passeport sécurisé. Oui, mais monsieur, c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Je vais vous dire, je suis plus pressé que ces citoyens pour que cette question soit réglée. Et vous l'avez suivi hier au communiqué du Conseil des ministres, les décisions qui ont été prises, c'est d'aller assez rapidement vers des gens, mais qui n'excluent pas d'aller vers la société Iris, qui se trouve en Malaisie, pour savoir effectivement... Attendez. Vous savez, personne ne sait en Guinée, c'est quoi en ce moment la nature des relations entre Iris et Louba. Iris avait dit qu'il est fabricant de passeports. Faux. C'est une société, c'est la société qui se trouve en Malaisie qui fait les passeports américains, qui fait les passeports. Et il semblerait, je dis il semblerait, c'est au conditionnel, il n'a pas de bonnes relations avec la société qui fabrique les passeports. Et voilà pourquoi... c'est ce qui nous fait la rupture. Je ne peux pas vous le dire, je dis il semblerait. Ne me le faites pas dire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir c'est quoi la nature profonde de cette crise. Pour connaître la nature profonde de cette crise, c'est quoi les relations, la nature des relations réellement entre Iris, qui est signataire de la Convention, et Louba, qui a sous-traité avec Iris. Deuxième élément, il a sous-traité. Iris devait être représenté par son propre personnel. Dans la convention, ça effectivement suivi ce dossier. Allez-y. Dans la convention, monsieur le ministre, sur la signature, il est dit que la société Iris est représentée en Guinée par la société Louba. Quand on regarde la convention, Louba, le représentant de Louba même, appose sa signature sur la convention. Et c'est là où la question se pose. Et de l'autre côté également, quand vous prenez, tout de suite, vous parliez des locaux, notamment les hangars sur lesquels les gens sont arrêtés, etc. Dans la convention, il revient à l'État guinéen de fournir non seulement le local, l'électricité et même les services Internet à la mise de disposition à la société pour permettre justement à la société Iris représentée par Louba de pouvoir mieux faire son travail. Et ces conditions que vous signalez là, à mon avis, reviennent de l'État guinéen. Mais de l'autre côté également, vous parlez des différentes alternatives que vous ressortez concernant le fait d'aller vers d'autres partenaires. Aujourd'hui, il y a une convention qui lie les deux parties et la convention, sa durée, c'est de 15 ans. Et aujourd'hui, la société Iris a déjà exercé 8 années et donc il reste 7 ans. Selon la convention actuelle, si une rupture de contrat venait entre les deux entreprises, quelque part, l'État guinéen devait repayer donc à Iris un montant du chiffre d'affaires 5 années justement de chiffres que la société Iris devait recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas mieux d'aller beaucoup plus en négociation et surtout d'appuyer la société Louba, qui est une société locale, afin qu'au bout des 15 années de convention, que la société Louba puisse reprendre la main? Ok, merci de faire la promotion de la société Louba. Non, je ne fais pas la promotion, je pose les conditions sur la convention que j'ai lue. Je peux vous dire, j'ai appelé le jeune, qui est le patron de la société Louba. J'ai dit, moi je suis disposé à le soutenir, compte tenu du fait qu'il est guinéen. Parce que lorsqu'on ne fait pas nous-mêmes la promotion de nos entrepreneurs, ils ne pourront pas évoluer. Parce que lorsque eux ils sont là, on est assuré que leur revenu, ça va rester dans le pays. Donc ça exprime, si vous voulez, ma volonté de ne pas brimer la société Louba. Dans la convention, normalement, il fallait mettre les montants de l'investissement. Aujourd'hui, la société Iris, elle est à combien de 1000 milliards? Elle a investi combien? Pour dénoncer un contrat, c'est un aspect vers lequel il faut y aller. C'est le cas de la cité de la résidence 2000. Pour récupérer la résidence 2000, on s'est aperçu que le monsieur, il a amorti l'investissement depuis des années. Aujourd'hui, la société Iris, qui peut dire qu'elle a amorti l'investissement ou pas, étant donné que ils n'ont pas mis le montant investi? C'est le principe DOT. Donc transfert de technologie à la fin de la convention. Ils ont gagné combien de 1000 milliards? Allez-y à la banque, à Ecobank, vous allez le voir. C'est plusieurs milliards. Donc à partir du moment que vous avez amorti ce que vous avez investi,
et vous ne l'avez pas mentionné dans la convention, ça pose un problème. Deuxièmement, on ne va pas comme ça vers la rupture d'une convention. Moi, je ne suis pas juriste. On a des juristes. Compte tenu du contenu des dispositions de la convention, c'est eux qui vont nous donner les conseils vers lesquels il faut y aller. Merci, monsieur. Deuxièmement, parfait. Deuxièmement, allez-y. Comment est-ce que vous voudriez qu'on rémunère à nouveau la société Iris au regard des montants faramineux qu'ils ont acquis depuis que la convention a été signée en 2014? D'accord. Voyez l'intérêt des Guinéens, mais voyez l'intérêt des Guinéens d'avoir des passeports, mais voyez aussi l'intérêt de la Guinée. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, parmi les mesures qui ont été prises hier à l'issue du Conseil des ministres, il y a justement cette décision qui consiste à aller en urgence en Malaisie, rencontrer les responsables, les dirigeants des IRIS. La deuxième, c'est de s'inspirer au niveau de la sous-région des bonnes pratiques en matière de délivrance des passeports. Et à ce niveau-là, concrètement, comment vous allez vous y prendre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai envie de savoir, alors, pour nos compatriotes qui sont en ce moment dans la situation avec leur passeport expiré, est-ce qu'il est envisagé ou envisageable par votre département de proroger la validité de leur passeport pour qu'ils puissent en tout cas continuer leur démarche pour acquérir leurs services normaux? Ok, je rappelle que les passeports biométriques ne sont pas prorogeables. Les passeports, ils sont conçus comme ça. Les passeports de l'avant-dernière génération étaient prorogeables. Et pour les Guinéens qui sont dans cette situation, je vous ai dit qu'il y a un stock de sécurité de 1000 pour les malades graves à évacuer qui se trouvent entre la vie et la mort, et nos étudiants boursiers. Mais je vous ai dit que c'est une question qui est difficile à gérer, parce que chacun veut tout de suite un passeport. On a combien de jeunes Guinéens qui veulent traverser la mer et aller? Et c'est ce qui a posé cette question, l'écrasement de passeports. C'est des gens qui modifient unilatéralement leur extrait de naissance, ou leur date de naissance, ou leur filiation, et ils veulent changer de passeport. C'est une question que vous avez développée ici. Tout ça, c'est l'ensemble des questions qui touchent, si vous voulez, la fourniture des documents de voyage en Guinée. Maintenant, nous, on veut aller vers quelque chose de durable, quelque chose de plus décent. Pourquoi ce serait un luxe pour la Guinée que les concitoyens guinéens acquièrent leur passeport dans les conditions les meilleures? Pourquoi? Comme le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Burkina Faso. Si on veut continuer dans les mêmes conditions, ou est-ce qu'il faut choisir l'option et garder patience qu'on aille vers quelque chose de meilleur? Moi, je pense que les Guinéens ne méritent pas ce qui leur arrive. Parfait. Et il faut pas qu'on refuse, aux Guinéens la Guinée à laquelle ils aspirent. Vas-y, Daouda Mohamed. Alors, moi j'ai deux ou trois questions. Ma première question, c'est autour de cette affaire d'écrasement de passeport qui a fait beaucoup de tollé. Quand d'un côté on dit que non, c'est le ministre qui a donné l'autorisation, le ministre a voulu. Qu'est-ce qu'on peut concrètement savoir? L'opinion a besoin de le savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de cet écrasement des passeports? Qui recevait quoi pour écraser les passeports? Ma deuxième question, aujourd'hui, vous-même vous l'avez relevé, il y a des souffrances. Il y a des Guinéens qui ont quitté, qui ont abandonné leur travail, par exemple, aux États-Unis, en France et autres, pour venir renouveler leur passeport. Ils sont arrivés avec à l'esprit de retourner le plus tôt possible. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette possibilité. Est-ce qu'il faut retourner? Comment? Continuer à rester pour combien de temps encore à attendre? Et ma dernière question, ma troisième, c'est bien autour de la société Iris. Vous avez dit à l'entame de votre communication que vous êtes entré en contact avec le directeur, mais qui vous a amené sa responsable de communication. C'est commercial. Commercial. Par quelle voie vous êtes adressé à ce directeur général? Est-ce que par appel téléphonique, je vais vous rencontrer, ou c'est un courrier officiel du ministre, ou en tout cas d'un membre du gouvernement guinéen
qui a été adressé à la direction générale de... C'est les deux. On lui a envoyé un courrier. Deuxièmement, j'ai cherché à parler directement au PDG qui ne s'est pas montré disponible. Et finalement, j'ai parlé à sa directrice de la communication. Et pour les Guinéens qui sont venus ici renouveler leur passeport, parce qu'ils ont des problèmes soit aux États-Unis, en Europe, au Canada ou ailleurs. Les grandes gueules. Ils font partie des Guinéens, ils font partie de l'urgence, c'est-à-dire les malades à évacuer, plus les étudiants boursiers. Mais encore une fois, comment faire le tri de ces Guinéens qui se trouvent justement dans cette catégorie? Parce que vous voyez plein de gens qui arrivent, qui ne rentrent pas dans cette catégorie et qui vont aller se faire des papiers, comme seul le Guinéen est capable de le faire, et ils viennent pour rentrer dans cette catégorie. Or, le stock qui est là, c'est un stock de sécurité, il est limité. Imaginez que quelqu'un qui ne rentre pas dans ces conditions-là se trouve la documentation pour rentrer dans cette condition. Et que quelqu'un qui est malade, parce que ce stock-là aussi est épuisé, on n'a pas encore réussi à produire ou à renouveler le stock, comment ça va se passer? Voilà pourquoi il y a une gestion rigoureuse autour de la gestion de ce stock de sécurité. Tous les jours, j'ai exigé à ce que le compte-rendu des passeports faits me remonte. Combien de temps les gens vont continuer à attendre? Pour revenir à l'écrasement de passeports. Ça, c'est un vocabulaire qui n'existe qu'en Guinée. Qu'est-ce qui est arrivé autour de l'écrasement des passeports? Et c'est nos concitoyens, nos jeunes frères, nos enfants, qui ont modifié unilatéralement leur date de naissance. Pourquoi? Parce que les mineurs ont plus de facilité pour acquérir, si vous voulez, les documents pour rester en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Ce nombre, le nombre de personnes qui se trouvent dans cette catégorie, c'est au-delà de 5000. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est du personnel qui est chômeur, corrompu à 100%. Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Qui prennent de l'argent avec ces citoyens, jusqu'à 5000 euros, pour justement écraser, si je puis utiliser leur vocabulaire, ce passeport et en faire un nouveau. Donc, lorsque les gens sont allés à la retraite, j'ai mis quelqu'un là-bas par intérim. Je l'ai appelé, je lui ai redit l'instruction que le président m'a dit. Le président, avant qu'il ne me nomme, au cours d'une conversation, il a déploré ce cas d'écrasement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il sait tout ce qui se passe au niveau, toutes les malversations qui se passent au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il aurait pu être, s'il n'était pas président, un très bon ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il m'a dit, et c'est clair, je ne veux pas d'écrasement. Et il a répété 3 fois. Ça, c'est le président de la transition qui me le répète. Je suis venu. J'ai appelé le directeur qui était là-bas avant d'aller à la retraite. J'ai dit, pas d'écrasement. Est-ce que vous avez compris? Lorsque lui, il est allé à la retraite, j'ai mis quelqu'un là-bas qui travaille à la DCPA par intérim, qui est venu. Je lui ai répété la même chose. Malgré tout, il s'est permis de faire des écrasements. Pour moi, quelqu'un comme ça, il n'a pas sa place à la police, il n'a pas sa place. Mais vous êtes accusé aussi d'avoir ordonné l'écrasement d'un passeport qui serait venu d'ailleurs d'un proche du président de la République. Est-ce que ça serait... Justement, c'est un malhonnête achevé, un menteur jusqu'au bout du chemin. Ça n'a jamais été le cas. Je lève la main. Le monsieur dont il parle, j'ai donné les instructions à l'aéroport. Quand j'ai audité les écrasements, j'ai pris la liste. J'ai ordonné de ne pas sortir. Tu ne pouvais pas sortir de la Guinée, sauf si tu utilises un cheminement clandestin, puisque nos frontières sont poreuses. Le monsieur, il est arrivé à l'aéroport. Eh bien, on l'a identifié, on a récupéré son passeport. Le monsieur est venu. Il a fait un compte-rendu.
dans son compte rendu, qui se trouve avec moi, c'est lui que j'avais mis là-bas par intérim, qui a procédé à l'écrasement. C'est son nom qui apparaît. J'ai le compte rendu, j'ai toute sa documentation, c'est là. C'est un menteur, c'est un malhonnête, et c'est pas normal. C'est pas des gens comme ça qu'il faut garder dans des services comme ça. C'est pas des gens comme ça qu'il faut garder dans des services comme ça. On arrive à la fin de cette interview, mon cher Ahmed. Faudrait pas que ce soit long parce que notre invité est là. Non, ce sera Ahmed. Allez-y, Ahmed. Ce ne sera pas long. Monsieur le ministre, vous venez d'utiliser des mots très forts, malhonnêteté, corruption. Très bien. Je voudrais que vous preniez, puisque vous avez visiblement le souci de l'accueil et du bien-être de nos concitoyens. Votre ministère est ce qu'on appelle un ministère régalien. Je voudrais, si possible, que vous preniez l'engagement devant nos concitoyens aujourd'hui, que vous allez redonner, ces lettres de note blesse à votre ministère, et que vous allez enfin le moderniser pour nous donner un ministère de la sécurité, etc., digne de ce nom, digne des grands États africains. Bon, Yaya, autant aussi. Pouvez-vous prendre cet engagement? Avant que le ministre réponde, Yaya, vas-y rapidement. Très bien, alors c'est simple. Alors, pour ce qui est des passeports diplomatiques, y a-t-il pas de problème? Allez-y, monsieur le ministre. Aucun problème. Des passeports de service, pareil. Bien. Alors, l'engagement de Ahmed, vous l'avez pris? Je vais vous dire une chose. Ça, c'est une volonté de tout le gouvernement. La volonté du président de la transition, c'est de sortir notre pays de l'archaïsme de l'État. Sortir de l'archaïsme de l'État, c'est les départements qui jouent le premier rôle dans ce cadre-là. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'inscrit dans la même logique. 1, c'est de moderniser la façon dont on travaille. 2, c'est de moderniser nos infrastructures. Et 3, c'est de moderniser la façon dont on fait nos missions. Parfait. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions de ce matin. Il y a la question de la récupération des biens de l'État, quand même en une phrase. Où vous en êtes? Il y a cette commission que vous présidez. Où vous en êtes? Vous nous appreniez la première fois que vous travailliez sur le cadre légal des démarches qui allaient être prises. Est-ce que des actions, des initiatives ont déjà été prises? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui rapidement, 2 minutes? Merci beaucoup. Je vais juste faire une connexion de cette question par rapport à ce qui se fait au niveau du gouvernement. Lorsque le président de la République a adressé sa lettre de mission au Premier ministre, il lui a dit, en plus de vos obligations, je veux que la lutte contre la corruption et la récupération des biens de l'État soient les fers de lance de votre action de gouvernance. C'est aussitôt que le président a sorti 2 décrets. Le décret qui crée, si vous voulez, la CRIEF, pour ce qui est corruption et détournement, et le décret concernant la commission interministérielle de la récupération des biens dont je suis le président. Depuis que la commission a été créée, on s'est tout de suite mis à la tâche. On a recruté du personnel. On a essayé de trouver un local. On a défini le cadre légal stratégique dans lequel on évolue. Il y a des projets de décret qui sont déjà prêts, qui vont être soumis au chef de l'État. Et il y a eu des actions, notamment la rédaction du plan d'action, le règlement intérieur, et on va se tourner également vers le recrutement d'un cabinet technique qui va venir appuyer la commission. Donc on est là-dessus et je vais ajouter qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. D'accord. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il était notre invité de ce matin et il abordait avec nous plusieurs questions, plusieurs thèmes comme vous l'avez suivi qui touchent à la réalité, aux réalités de son département. Monsieur le ministre, merci. Et on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est toujours un plaisir de revenir et de pouvoir m'adresser à nos concitoyens, puisque le rôle initial du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est d'assurer des services liés à la police au profit des populations. Merci beaucoup. Parfait. On espère que ce passage aura servi de quelques éléments de réponse à vos nombreuses préoccupations sur la question de la sécurité et de la protection civile. Nous allons à notre prochain et dernier invité. Tiken Jah Fakoly est déjà dans nos locaux. Il s'installe et on se retrouve juste après cette petite virgule.
Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.